Mars 2009, vallée de l'Atagab, province de Kapisa, Afghanistan. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est exactement ce que des soldats américains d'élite ont dit après s'être entraînés avec les commandos français. Leurs vrais mots, leurs vrais bords et réactions et pourquoi personne n'en parle dans les rapports officiels. Mais pour comprendre ce qu'ils ont dit, il faut d'abord comprendre ce qu'ils ont vécu. Le capitaine Marcus Webb regardait ces hommes avancer sur le flanc de la colline. Il faisait froid, un froid sec et dur qui piquait la gorge et faisait monter les larmes aux yeux sans prévenir. La poussière grise de schiste collait au visage, aux lèvres, aux mains. Elle entrait dans les narines et ne ressortait plus. Les soldats américains portaient circonstyle leurs sacs à dos lourds, leurs gilets pare-balais épais, leurs fusils, leurs radios, leurs munitions, leurs trousses de secours, leurs rations pour 3 jours. Chaque homme portait environ 45 kg sur le dos. 45 kg, c'est le poids d'un enfant de 10 ans. Ils avançaient lentement comme des pierres qui roulent dans la boue. Leurs bottes écrasaient dans les cailloux et faisaient du bruit à chaque pas. Beaucoup trop de bruit. Le genre de bruit qui s'entend à 5x mètres dans une vallée silencieuse. Le genre de bruit qui tue. À côté d'eux, les commandos français du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine basé à Pau avançaient en silence. Ils portaient un an 22 kg, la moitié. Ils se déplacèrent avec une précision calme. Chaque geste mesuré, chaque pas posé avec intention. Leurs yeux regardaient partout sans s'arrêter, sans se fixer trop longtemps sur un seul point. Leur main signala des informations à leurs coéquipiers sans un mot. On aurait dit qu'ils faisaient partie du paysage comme les rochers et les arbres autour d'eux comme si la montagne les avait fabriqués elle-même. Webb s'arrêta une seconde. Il sentit le vent froid descendre de la crête et souffler dans son cou. Il regarda les Français. Il regarda ses propres hommes. Il écouta le bruit de leurs bottes s'emmer sur les pierres. Et pour la première fois depuis qu'il était en Afghanistan, il ressentit quelque chose d'étrange, un doute, un grand doute silencieux qui prenait de la place dans sa poitrine et ne voulait pas partir parce que mars 2009, c'était une période très sombre pour l'armée américaine en Afghanistan. Depuis 2001, 68 soldats américains étaient morts dans ce pays. La guerre durait depuis 8 ans. Les États-Unis avaient dépensé près de 300 milliards de dollars. Ils avaient les meilleurs avions du monde, les meilleurs drones, les meilleures armes. Ils avaient un tas à des satellites qui pouvaient lire une plaque de voiture depuis l'espace. Et pourtant, les talibans étaient toujours là, toujours actifs, toujours dangereux. Les chiffres montaient chaque mois. Les cercueils rentraient chaque semaine en Amérique. Les familles sans dos attendaient Angbo sur les pistes d'atterrissage dans le froid ou dans la chaleur selon la saison et elles recevaient un drapeau plié en triangle à la place de leur fils, de leur frère, de leur mari. Les généraux au quartier général de Baham dans leur grande base avec leurs écrans et leurs cartes, répétèrent toujours la même chose. Ils disaient montant que l'armée américaine avait la supériorité du feu. Ils disaient qu'elle avait les drones, les chiffres, la technologie. Ils disaient que c'était juste une question de temps, que la victoire allait venir, il fallait continuer comme avant. Mais sur le terrain, dans les vallées encaissées du Nouristan et de la Kapisa, la réalité était très différente. Les véhicules blindés américains étaient trop lourds pour les petits chemins de montagne. Les formations militaires classiques avec leurs longues lignes de soldats visibles de loin, prévenaient l'ennemi avant même l'arrivée des patrouilles. Les soldats avec leurs 45 kg sur le dos arrivaient épuisés avant le début du combat. Et quand le combat commençait, ils étaient non lents, prévisibles, bruyants, faciles à voir, faciles à cibler. La méthode habituelle ne fonctionnait pas et beaucoup de soldats le savaient ça, mais personne en haut ne voulait l'entendre. Marcus Webb avait un rôle particulier dans tout cela. Musique, il était officier de liaison américain intégré directement dans l'unité française. Son travail était d'observer, de communiquer, de faire le lien entre les deux armées. Mais Webb n'était pas un soldat ordinaire. Avant d'entrer dans l'armée, il avait étudié l'étude des cultures humaines. Il avait passé des années, à comprendre comment les hommes vivent ensemble, comment ils se parlent, comment ils se font confiance ou se méfient les uns des autres. Il aimait écouter avant de parler. Il aimait observer avant d'agir. Dans un monde militaire qui valorisait la force et la vitesse, Webb valorisait la patience et l'attention. Webb avait tant.
Il n'était pas rangé, il n'était pas bear dans le monde militaire américain, certains officiers supérieurs ne le prenaient pas complètement au sérieux. Il était trop calme, trop curieux, trop différent. Un général avait dit un jour de lui qu'il était plus un professeur qu'un soldat. C'était dit comme une critique. Musique, mais ce soir-là, dans la vallée de la Tagab, c'est précisément cette façon de voir les choses qui allait faire toute la différence. Musique, ce que Weber en regardant les commandants français, c'était quelque chose qu'aucun rapport militaire n'avait vraiment expliqué. Ce n'était pas juste une question de techniques différentes. Musique, ce n'était pas juste une question de poids dans les sacs à dos. C'était une façon différente de penser la guerre entière. Musique, les Français ne cherchaient pas à dominer le terrain avec la force. Ils cherchèrent à comprendre le terrain, à s'y fondre, à l'utiliser. Ils ne cherchèrent pas à montrer leur puissance aux habitants des villages. Ils cherchaient à leur parler, à les écouter, à comprendre qui ils étaient et ce qu'ils savaient. En un soir, Webb s'assit près du chef du groupe français, le colonel Jean-Marc Perrier. Les étoiles étaient visibles dans le ciel noir de la montagne. L'air était froid et sec. On entendait au loin le vent dans les rochers. Rien d'autre. Perrier lui parla tranquillement, sans arrogance, sans leçon à donner. Il dit simplement que dans ce type de guerre, la vitesse ne vient pas des muscles, elle vient de la légèreté et que la victoire ne vient pas du bruit, elle vient du silence. Webb resta silencieux un long moment après ces mots. Musique, il regarda les étoiles. Il pensa à ces hommes qui dormaient en tête quelques mètres plus loin, épuisés, avec leurs sacs trop lourds posés contre leur corps comme des pierres. Il y pensa aux 687 noms gravés sur des mémoriaux que les familles visitaient encore chaque année. Et une idée très simple, mais très puissante commença à prendre forme dans sa tête. Et si le problème n'était pas le manque de moyens? Et si le problème c'était la façon de penser? Cette nuit-là, Webb sortit son carnet et commença à écrire. Il ne savait pas encore que ces pages allaient craintement coûter des batailles à certains généraux musique et sauver des vies à beaucoup d'autres. Le lendemain matin, Webb se leva avant le soleil. La vallée était encore noire, juste bordée d'un fin trait de lumière orange sur la crête. L'air sentait la pierre froide et la poussière sèche. Il prit son carnet. Il recommença à observer. Mais cette fois, il observait avec des yeux différents. Il ne regardait plus seulement ce que les Français faisaient. Il regardait comment ils le faisaient. Et surtout, il essayait de comprendre pourquoi cela fonctionnait. Ce qu'il vit dans les jours qui suivirent était très précis. Les commandants du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine et du 13e régiment de dragons parachutistes ne se déplaçaient jamais en grands groupes. Leur patrouille comptait entre 8 et 12 hommes maximum. Les Américains, eux, sortaient souvent à 30, 40 parfois 50 soldats ensemble. Webb nota ce chiffre dans son carnet. Il souligna 2 fois, 8 à hommes, pas plus. Il nota aussi le poids. Mais ce n'étaient pas les chiffres seuls qui l'intéressaient maintenant. Il avait déjà vu la différence avec ses yeux. Ce qu'il cherchait à comprendre, c'était ce que cette différence produisait concrètement sur le terrain. Un groupe de 10 hommes qui portent 22 kg peut changer de direction en quelques secondes. Il peut disparaître dans un ravin avant que l'ennemi ait eu le temps de réagir. Il peut grimper une pente rocheuse sans s'arrêter pour reprendre son souffle. Il pense vite parce que son corps n'est pas épuisé. Il voit clairement parce que ses épaules ne brûlent pas sous le poids. La différence de 23 kg entre les deux armées n'était pas un détail logistique. C'était une philosophie entière. Webb observa aussi quelque chose de plus difficile à mesurer. Avant chaque opération, les commandos français prenaient le temps de parler aux anciens des villages proches. Pas pour leur donner des ordres, pas pour leur montrer qui commandait, juste pour écouter, pour comprendre ce qui se passait dans la vallée, pour savoir qui vivait, ou qui parlait à qui, quels chemins étaient en dessus et lesquels ne l'étaient même pas. C'était long, cela prenait parfois des heures. Musique, mais quand la patrouille partait ensuite, elle ne partait pas dans le vide. Elle partait avec des informations vraies données par des gens qui connaissaient ce terrain depuis toujours. Des gens dont les grands-parents avaient marché sur ces mêmes chemins. Webb remplit des pages et des pages de son carnet. Puis il fit quelque chose de courageux. Il alla voir son colonel américain et lui dit qu'il avait une idée. L'idée était simple.
Prendre un peloton américain de 20 hommes et le faire travailler pendant une semaine complète avec le groupement de commandos de montagne français dans leur centre de formation à Sisteréron dans les Alpes françaises. Pas juste observer, vraiment s'entraîner ensemble, faire les mêmes exercices, porter les mêmes poids, apprendre les mêmes gestes. Webb avait tout calculé. CEP, 14 exercices différents, 3 simulations de combat dans des zones urbaines. La nuit, il avait les dates, les lieux, les noms des instructeurs français qui avaient accepté de participer. Son colonel l'écouta. Il était fatigué. Il avait perdu 3 hommes dans sa zone le mois précédent. Il dit oui. Mais quand la nouvelle remonta plus haut, la réaction fut musique différente. Le général qui commandait la zone entendit parler du projet et convoqua Webb dans son bureau. La pièce était froide, climatisée, très loin de la poussière et du bruit de la vallée. Une lumière blanche tombait du plafond sur des tables couvertes de cartes et de rapports bien rangés. Le général était assis derrière son bureau, les mains posées à plat, le regard direct. Il dit avec une voix calme mais très ferme que l'approche française était romantique, qu'elle était inadaptée à la réalité de la mission américaine, que les Américains avaient tant des règles précises des ressources que les Français n'avaient non pas. Il dit que modifier ces règles était hors de question. Webb sortit du bureau sans avoir obtenu ce qu'il voulait, mais il n'abandonna pas. C'est à ce moment-là qu'une aide inattendue arriva. Le colonel Perret, le commandant français que Webb avait écouté sous les étoiles quelques jours plus tôt, fit quelque chose de rare. Il ouvrit ses propres rapports d'opération, des documents que très peu de gens avaient vus. Ces documents montraient chance qu'au cours des 18 derniers mois, dans les zones sous contrôle français, le nombre de contacts avec l'ennemi avait baissé de 34. Pas grâce à plus d'armes, pas grâce à plus de soldats, grâce à une façon différente de travailler. Père donna ces documents à Webb. Il lui dit simplement que si ces chiffres pouvaient aider, alors ils devaient qu'en être partagés. Webb les lut 3 fois. Puis il les envoya à son colonel avec une note courte. Il écrivit juste ceci, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le programme d'entraînement commença quelques semaines plus tard. Les 24 soldats américains choisis n'étaient pas des recrues. C'étaient des hommes expérimentés qui avaient déjà fait 1 ou 2 tours en Afghanistan ou en Irak. Ils arrivèrent à Sisteréron avec leurs habitudes, leurs réflexes, leur façon de faire. Les montagnes autour d'eux étaient d'un vert et froides, très différentes des valises grises de Kip que de la Kapisa, mais tout aussi dures sous les pieds. Les premiers jours furent difficiles. Les instructeurs français leur demandèrent de vider une partie de leur sac, de laisser du matériel derrière. Pour des soldats formés à toujours avoir plus, toujours être prêts à tout, c'était presque impossible à accepter. Un sergent refusa d'abord de laisser son 2e gilet pare-balles. Le sergent dit que c'était de la folie, que partir sans ce gilet, c'était accepter de mourir. Mais les exercices qu'on dit se continuèrent. Pendant les noirs d'entraînement dans des zones urbaines reconstituées, les hommes apprirent à se déplacer en silence complet. Pas de radio, sauf en cas d'urgence absolue. Pas de lumière, pas de bruit de bâton blore sur le sol si possible. Les instructeurs français parlaient bas et bassinant presque en murmurant. Même pendant les pauses. C'était voulu. Ils apprenaient aux Américains que le silence n'est pas un vide. C'est une arme. Les soldats apprirent à communiquer avec les mains, avec les yeux. Ils apprirent à observer un village depuis une colline pendant 1 heure avant d'entrer, juste pour comprendre le rythme de la vie là-dedans. Qui sort le matin, qui rentre le soir, ce qui est au normal, ce qui ne le TR pas. Au bout de CEP, quelque chose avait changé dans le groupe. Ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas dramatique, c'était subtil, mais Webb le vit clairement. Les hommes parlaient moins et écoutaient plus. Ils se déplaçaient printemps différemment. Ils regardèrent le terrain avec d'autres yeux. La première vraie opération après l'entraînement eut lieu dans la vallée de la Tagab. Le peloton y alla avec les nouvelles méthodes, groupe de 10 hommes, sac à alléger, contact avec les anciens du village avant toute chose. Déplacement lent et silencieux. L'opération dura 2 jours. Le résultat fut net. 0 perte américaine, 3 caches d'armes découvertes, 2 combattants ennemis capturés vivants. Lors des opérations précédentes dans la même zone avec les mêmes effectifs mais les méthodes habituelles, les soldats rentraient souvent blessés et les mains vides. Webb écrivit tout dans son rapport,
chaque chiffre, chaque détail. Il savait que ce qui allait suivre ne se passerait pas dans les montagnes. Cela se passerait dans les couloirs, les bureaux, les salles de réunion. Et Webb savait que ces batailles-là peuvent être les plus longues de toutes. Les chiffres arrivèrent 6 mois plus tard et ils étaient impossibles à musique ignorer. Entre juillet 2009 et janvier 2010, les unités américaines qui avaient suivi l'entraînement avec les commandos français enregistrèrent 47 de pertes musique en moins. Pas 5, pas 10, 47. Dans le même temps, dans les mêmes montagnes avec le même ennemi, musique les unités voisines qui continuaient à utiliser les méthodes habituelles voyant leurs chiffres stagner ou monter. Webb avait les 2 colonnes de données clown et côte à côte sur son bureau. La différence était brutale. Musique elle sautait aux yeux comme une lumière dans le noir. Ses résultats l'ont changèrent mais quelque chose. Pas tout de suite musique et pas facilement. Mais quelque chose bougea, le programme d'échange fut étendu. 3 bataillons supplémentaires furent intégrés. Musique en tout, ce sont 1400 soldats américains qui passèrent en par ce nouveau processus d'entraînement avec les Français. 1400 hommes qui apprirent à porter moins, à marcher plus doucement, à écouter avant de parler, à regarder un village pendant 1 heure avant d'y entrer. Musique c'était lent, c'était patient. C'était tout le contraire de ce que l'armée américaine avait appris à faire depuis des décennies. Et c'est précisément pour cela que l'opposition ne tarda pas à arriver. Les généraux qui n'avaient jamais aimé cette idée commandèrent un audit complet. Ils envoyèrent des officiers sur le terrain pour examiner les résultats de près. Ils cherchèrent des explications alternatives et ils en trouvèrent une qui leur convenait bien. Ils dirent pourtant que les succès des unités formées par les Français n'avaient rien à voir avec les méthodes. Ils dirent compte que ces unités opéraient dans des zones plus faciles, des vallées plus larges, des villages moins peuplés, des routes plus accessibles. Ils dirent que c'était une question de chance et de terrain, pas de formation. Des experts du Pentagone produisirent un rapport contraire de 47 pages. 47 pages de graphiques, de tableaux, de comparaisons toutes construites pour arriver à la même conclusion. Les méthodes françaises n'étaient pas utilisables à grande échelle dans le contexte américain. Le rapport était épais, technique, plein de mots compliqués. Mais au fond, il disait une chose simple. Continuons comme avant. Webb lut ce rapport plusieurs fois. Il était frustré mais pas surpris. Il avait vu cela venir. Quand une grande organisation se sent remise en question, elle ne change pas facilement. Elle se défend, elle produit des papiers, elle trouve des raisons de ne pas changer. C'est humain. Mais quand les hommes qui meurent sur le terrain sont réels et que les raisons de ne pas changer sont écrites dans des bureaux à des milliers de kilomètres de là, la frustration devient très difficile à supporter. Pendant ce temps, la solution favorite des généraux continuait à montrer ses limites. Musique les grandes bases avancées que les soldats américains appelaient lance les bases opérationnelles avancées, ces forteresses construites au milieu des zones afghanes produisaient un effet de plus en plus négatif. Les habitants les regardaient avec méfiance. Les combattants ennemis les utilisaient comme argument pour recruter de nouveaux membres et les chiffres étant en clair. Dans les zones dominées par ces grandes bases, les attaques à l'engin explosif avaient augmenté de 23 sur la même période. Plus de béton, plus de barbelés, plus de miradors et plus d'attaques. La logique de la force pure ne fonctionnait pas. C'est dans ce contexte que les voix des soldats eux-mêmes commencèrent à compter. Le sergent Dan Kowalski avait fait 2 tours en Irak avant l'Afghanistan. C'était un homme dur, calme, peu bavard. Il ne faisait pas confiance facilement. Quand on lui avait dit qu'il allait s'entraîner avec des soldats français, il avait levé les yeux au ciel. Il avait pensé que ce serait une perte de temps, mais après la semaine d'entraînement, après la première opération dans la vallée avec les nouvelles méthodes, il écrivit un rapport à son supérieur. Et dans ce rapport, il écrivit cette phrase simple et directe, « Les Français ne nous ont pas appris à tirer plus fort. Ils nous ont appris à écouter avant de tirer. » Le caporal James Strong, 23 ans, natif du Texas, qui n'avait jamais quitté les États-Unis avant son premier déploiement, tint un journal pendant toute cette musique période. Il écrivit des choses simples avec ses propres mots sans chercher à être élégant. Et dans ce journal, une phrase résumait tout ce qu'il avait vécu pendant ces semaines avec les commandos français. « Je pensais qu'on venait leur enseigner la guerre. C'est eux qui nous ont tout appris. » Voilà ce que les soldats américains dirent après s'être entraînés avec les commandants français en Afghanistan.
Pas dans des salles de conférence, pas dans des rapports officiels, dans leurs propres mots simples et directs. Ces mots n'effaçaient un et pas 47 pages de rapports contraires. Mais ils disaient une vérité que les graphiques ne pouvaient pas exprimer. Imaginez ce que ces hommes vivent concrètement chaque matin dans cette vallée. L'air de Mars à 2000 mètres d'altitude est glacé et sec. Il pique la gorge. La poussière de schiste gris colle aux vêtements, au visage, aux lèvres. Le silence imposé par les instructeurs français était au début presque insupportable pour des soldats habitués aux radios qui crépitent, aux moteurs des véhicules blindés, aux ordres criés d'un bout à l'autre du groupe. Apprendre à se taire, à marcher sans faire de bruit sur ces cailloux qui glissent, à respirer calmement, même quand le cœur bat vite, c'était un travail en soi, un travail intérieur, pas seulement physique. Et quand les sacs à dos étaient allégés, quand les hommes sentaient musique cette différence dans leurs épaules et dans leurs jambes, quelque chose changeait dans leur façon de bouger. Ils ne marchaient même plus contre le terrain, ils marchaient avec lui. Les conséquences de tout cela dépassèrent rapidement les frontières américaines. Des officiers britanniques qui observaient devant les opérations dans la province de Capissa demandèrent à rencontrer Webb. Des commandants canadiens envoyèrent nombre des demandes officielles pour intégrer des parties du programme. Des militaires allemands posèrent des questions. La Grande Alliance occidentale dans son ensemble commençait à regarder vers ce petit groupe d'échange entre soldats français et américains avec un intérêt nouveau. Ce qui avait commencé comme une idée dans le carnet d'un officier de liaison atypique devenait quelque chose de plus grand. En janvier 2010, 23 officiers supérieurs américains avaient officiellement visité les centres de formation des commandos français en France. Certains étaient étalés à PU dans le sud-ouest au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, d'autres à Bayonne au 1er bataillon de chasseurs parachutistes. Ils étaient arrivés avec leurs doutes, parfois avec leur certitude tranquille, celle des gens qui pensent des sounds déjà savoir et ils étaient en repartie avec autre chose. Pas tous convaincus, mais tous, sans exception, plus silencieux qu'à leur arrivée. Webb regardait tout cela se déployer autour de lui avec un sentiment étrange. Il voyait les résultats, il voyait les chiffres, il voyait les hommes revenir des opérations différents, plus calmes, plus attentifs, mais il voyait aussi les résistances continuer, les rapports s'accumuler, les grandes organisations se défendre. Il comprenait que changer une façon de penser dans une grande armée, c'est infiniment plus difficile que de changer une tactique sur le terrain. Et il savait que la bataille la plus importante n'était pas encore terminée. Les années passèrent. La guerre en Afghanistan continua longue et difficile jusqu'à ce retrait final en 2021 avec tout ce qu'il portait de douleur et de complexité. Mais quelque chose avait changé silencieusement dans la façon dont l'armée américaine pensait à certains types de combats. Ce changement ne fit pas la une des journaux. Il n'y eut pas de cérémonie officielle. Il se glissa doucement dans les manuels, dans les salles de formation, dans les conversations entre officiers qui se transmettaient des idées à voix basse. Le grand guide officiel américain sur comment combattre dans des guerres de ce type fut revu dans les années qui suivirent. Des idées nouvelles y apparurent, l'importance d'être léger dans les patrouilles, la priorité au contact avec les gens avant le contact armé, l'écoute des populations locales comme outil de combat essentiel, la réduction du nombre de soldats dans les groupes de patrouille. Pour aller plus vite et faire moins de bruit. Ces idées en dette noir sur blanc, intégrées dans la façon officielle de faire les choses. Mais nulle part dans ce guide, il n'était écrit que ces idées venaient en grande partie d'une semaine d'entraînement dans la vallée de la Tagab en mars 2009 où des soldats américains avaient de regarder des commandos français avancer dans la montagne comme si le terrain leur appartenait depuis toujours. Nulle part, le nom des Français n'apparaissait. Nulle part. On ne lisait le nom de Marcus Webb. C'est ainsi que fonctionne souvent l'histoire. Les idées voyagent, elles changent de forme. Elles perdent leur origine en chemin et ceux qui les ont portées des premiers se retrouvent parfois seuls avec leurs souvenirs, sans reconnaissance officielle, sans médaille, sans mention d'échange entre les forces spéciales américaines et françaises, lui devint permanent. Aujourd'hui encore, des officiers américains passent Pomparo dans le sud-ouest de la France au 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. D'autres vont à Bayonne au 1er bataillon de chasseurs parachutistes. Ils viennent vraiment apprendre, pas seulement observer. Ils portent des sacs allégés. Ils marchent en silence dans les Pyrénées, ces montagnes vertes et dures, l'air humide des Pyrénées.
Le matin est si différent de la poussière sèche de la Kapisa, mais les mêmes collines silencieuses, le même effort dans les jambes, le même apprentissage du silence et quelque chose se transmet là, de soldat à soldat, quelque chose qui ne peut pas s'écrire dans un manuel parce que cela se vit avec le corps et pas seulement avec la tête. Musique. Marcus Webb quitte l'armée en 2012. Il avait 32 ans. Il retourna à la vie civile avec ses carnets, ses notes, ses souvenirs et ce sentiment particulier d'avoir vu quelque chose d'important que peu de gens avaient vraiment voulu regarder en face. Il enseigna dans une grande université américaine musique dans les salles calmes et propres qui contrastaient en tellement avec les vallées poussiéreuses de l'ex-sein de l'Afghanistan. Musique. Il enseigna la sécurité internationale, la stratégie, les guerres entre grandes puissances et ennemis plus petits qui connaissent leur terrain mieux que quiconque. Ses étudiants l'aimaient parce qu'il ne parlait jamais en théorie pure. Il parlait toujours de choses concrètes, de poids dans les sacs à dos, de silence dans les montagnes, de ce que l'on entend quand on arrête enfin de faire du bruit. En 2015, il publia un livre qu'il appela Le poids que nous portons. Ce n'était pas seulement un livre sur l'Afghanistan, c'était un livre sur quelque chose de plus profond, l'orgueil des grandes organisations et leurs grandes difficultés à accepter qu'elles peuvent apprendre de plus petits qu'elles. Il y racontait les nuits dans la vallée de la Tagab. Il y racontait le colonel Perret et ses documents partagés en silence sous les étoiles. Il y racontait les 24 soldats qui avaient vidé leur sac en serrant les dents et qui étaient mais revenus de leur première opération avec des yeux différents. Il y racontait aussi les 47 pages du rapport contraire et ce que cela disait sur la façon dont les grandes armées se protègent elles-mêmes de leurs propres leçons. Le livre fut reçu. Des professeurs de stratégie militaire le citèrent, des journalistes en parlèrent. Mais dans les rapports officiels du Pentagone sur les succès tactiques en province de Kapisa, le nom de Marcus Webb n'apparut jamais, pas une fois. Les chiffres étaient là, les résultats étaient reconnus, mais l'homme qui avait eu l'idée, qui avait convaincu son colonel, qui avait passé des nuits à écrire dans son carnet sous les étoiles afghanes, restait invisible dans l'histoire officielle. Il dit un jour à un de ses étudiants avec un sourire calme et sans amertume que ce n'était pas grave, que les idées qui fonctionnent vraiment n'ont pas besoin d'un nom sur une plaque. Elles ont juste besoin de continuer à voyager. Aujourd'hui, le monde a changé. L'Afghanistan est derrière nous. Mais les guerres entre une grande puissance et un ennemi plus petit qui connaît son terrain mieux que quiconque n'ont pas disparu. En Ukraine, des soldats apprennent à se battre dans des conditions que les manuels n'avaient pas prévues. Au Sahel, des armées cherchent comment agir dans des zones immenses avec des moyens limités. Dans le Pacifique, des chefs militaires réfléchissent à comment être utiles dans des espaces complexes. Et partout la même question revient. Est-ce qu'une grande puissance peut désapprendre sa propre force pour redevenir vraiment efficace? Est-ce qu'elle peut accepter d'être plus légère, plus lente, plus à l'écoute musique dans un monde qui lui répète depuis toujours que la puissance est la seule réponse? C'est la question que la vallée de la Tagab posait en mars 2009 et elle n'a pas encore reçu de réponse définitive. Il y a quelque chose de très humain dans cette histoire. Quand on est grand, quand on est puissant, quand on a les meilleurs outils et le plus grand budget, il devient très difficile d'admettre qu'on ne sait pas tout. C'est difficile pour un individu. C'est très difficile à surmonter pour une grande organisation parce qu'une organisation a des règles, des niveaux de commandement, des traditions, des gens dont le travail entier repose sur l'idée que la façon actuelle de faire les choses est la bonne façon. Remettre cela en question, c'est menacer des carrières, des certitudes, des identités entières. Alors, on produit des rapports contraires. On parle de terrain favorable. On dit que les résultats ne peuvent pas être copiés ailleurs. On continue. Et pendant ce temps, dans les Pyrénées, un jeune officier américain de 26 ans pose son sac à dos trop lourd sur un rocher et un instructeur français lui dit doucement qu'il faut laisser la moitié derrière. Le jeune officier résiste. Il dit que c'est de la folie. L'instructeur sourit et dit simplement, « Et si d'abord, ensuite tu me diras ». Ce que les soldats américains dirent après s'être entraînés avec les commandos français en Afghanistan ne se trouve dans aucun rapport officiel. Cela ne s'imprime pas sur du papier en tête du Pentagone. Cela se transmet à voix basse de sergent à sergent, de peloton en peloton dans les couloirs des bases et autour des feux de camp. Et ce qu'ils disent, c'est toujours la même chose avec des mots différents mais un sens identique. Ce jour-là, dans la vallée, on a compris que le courage ne suffit pas. Il faut aussi accepter qu'on ne sait pas tout.